Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Cette semaine, je reçois Béatrice, créatrice du compte Madame Décor sur Instagram, que tu connais peut-être pour ses chines en brocante aux quatre coins du monde, mais aussi pour son univers très personnel entre objets rapportés de voyage, pièces anciennes et mélange de styles toujours très justes. Dans cet épisode, on va parler de la rénovation de sa maison en Bretagne, une meulière des années 30 au plein centre de l'Orient qu'elle a entièrement repensé avec son compagnon. Un projet qu'ils ont voulu construire à leur image en faisant une grande partie des travaux eux-mêmes, entre allers-retours incessants, fatigue, imprévus et même une très mauvaise expérience avec un artisan qui leur a fait perdre du temps, de l'énergie et un peu de sérénité au passage. Béatrice nous raconte tout. Le coup de cœur pour cette maison qui n'avait rien à voir avec leur projet initial, les choix déco très assumés entre papier peint historique et meubles chinés, les galères du chantier, du mur qui s'effondre à l'électricité complètement à refaire et surtout ce que ça demande vraiment de mener une rénovation quand on travaille à côté, qu'on a des horaires décalés, qu'on est maman et qu'on veut tout bien faire. Mais au-delà des travaux, c'est aussi une réflexion beaucoup plus profonde sur ce que ça veut dire de créer un lieu qui nous ressemble, un lieu qui raconte une histoire, la sienne. Un épisode à la fois très concret et très sensible, qui montre aussi que derrière les belles images, il y a souvent beaucoup plus de doutes, de fatigue et de décisions à prendre qu'on ne l'imagine. Et peut-être que tu vas t'y reconnaître. Belle écoute! Bonjour Béatrice et bienvenue sur les clés de la réno. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro du podcast pour parler bien sûr de la rénovation de ta maison et comment tu as réussi à en faire un lieu vraiment unique et personnel. Tu es la créatrice du blog et du compte Madame Décor, bien connu sur Instagram, où tu partages depuis des années ton univers autour de la maison et du voyage. Tu vas nous raconter ça. Mais ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est ton regard unique sur la décoration, aussi lié à ta vie professionnelle. Effectivement, tu es hôtesse de l'air et ça t'amène à parcourir le monde, à ramener des objets, des trouvailles de quatre coins du monde, justement, des trésors de brocante à chaque escale. C'est vraiment une passion. Et récemment, tu t'es lancée dans une nouvelle aventure, la rénovation d'une maison en Bretagne. Donc aujourd'hui, j'avais très envie qu'on parle à la fois de cette maison, de ce projet de rénovation, mais aussi de ce que ça signifie créer un lieu à soi, pour toi, quand on a un mode de vie aussi mobile et ouvert sur le monde. Mais avant de rentrer donc dans le vif du sujet, comme toujours sur ce podcast, je vais te demander de commencer par une petite présentation pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux un peu nous dire qui tu es, donc ce que tu fais dans la vie et où tu vis pour démarrer? Alors, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce podcast. Donc, je m'appelle Béatrice, j'ai bientôt 45 ans. Donc, je suis hôtesse de l'air depuis 18 ans. Parallèlement à ça, je fais de la rédaction et de la création de contenu, puisque j'ai la chance d'avoir quand même du temps libre pour faire tout ça. Et donc, j'ai acheté il y a 2 ans une maison en Bretagne, à Lorient, que j'ai avec mon compagnon. Nous avons fait une grande majorité de travaux nous-mêmes pour des questions de budget. Et donc voilà, la maison est terminée. Et donc, je présente tout ça sur mon compte Instagram, Madame Décor.
Justement, c'est effectivement pour cette raison-là que je t'ai invitée à venir, c'est à nous raconter un peu l'histoire de cette rénovation. Mais avant qu'on en parle et avant qu'on plonge dans les travaux et les idées déco, j'aimerais revenir un peu sur ton parcours, ton métier donc d'hôtesse de l'air qui te fait voyager énormément. Comment ce contact avec d'autres cultures, d'autres façons d'habiter influence ta vision de la maison? Et peut-être aussi, probablement, de la décoration? En fait, tout ce que je vois au quotidien, que ce soit en France, ou à l'étranger, quand je visite un musée, quand je me balade dans la rue, quand je vais chez d'autres personnes, hem, m'influence en fait parce que j'ai l'impression de m'exercer l'œil, tout simplement et de prendre, consciemment ou inconsciemment des détails que je peux voir, ça va être, voilà une moulure, une couleur et de la même façon que lorsque je vais sur Pinterest ou que je feuillette un magazine de déco, en fait, on se nourrit de tout ce qu'on voit. On se nourrit, des gens aussi, on se nourrit de tout et donc tout ça, petit à petit, fait que, j'ai ma propre, culture déco. Chez moi, par exemple, il va y avoir un mélange, d'objets de voyage, de choses très, françaises, voilà, c'est un mélange que je fais et j'y réfléchis même pas, en fait, ça c'est naturel et quand je vais dans une brocante à l'étranger, par exemple, bah, je vais voir un objet que j'ai peut-être jamais vu en France, qui existe pas, chez nous. Je vais avoir un coup de cœur et je vais la rapporter et voilà, il va être intégré, chez moi et c'est ce qui va faire, que la maison, est unique, en fait. Voilà, j'ai l'impression vraiment qu'on se nourrit de tout ce qu'on voit, tout le temps. Parce que c'est ça que j'aime beaucoup, moi, suivre, sur ton compte. À chaque escale, on te voit, parcourir, les brocantes, les flea markets, les vides-greniers, effectivement, dans des endroits, qu'on ne soupçonnerait pas, enfin, auxquels, enfin, tu nous fais voyager, à travers tes escales et quand on a le goût effectivement de l'ancien et d'aller trouver des pépites comme ça fait rêver. Est-ce que tu as toujours eu, cette passion pour la Chine et les objets qui ont une histoire? Oui, alors non, parce que quand j'étais petite, en fait, mes parents étaient fans de brocante. J'ai une famille qui aime, les beaux objets, les meubles anciens et cetera, donc ça, j'ai baigné dedans et c'est pareil, quand on est petit, on est très observateur, on regarde, les détails des meubles, on est à la hauteur en plus des meubles. Donc, par exemple, mes parents avaient un buffet Henri II, que je trouve absolument horrible, mais j'adorais regarder les petits bonhommes, sculptés. J'ai passé du temps à les regarder. Ça fait aussi partie, de mon imaginaire et donc tous les dimanches, on allait dans les brocantes. J'avais horreur de ça, mais j'imagine que ça m'a nourrie aussi d'une certaine façon et après, à 20 ans, j'ai eu mon propre, appartement et j'ai voulu aussi, le décorer. J'avais pas beaucoup de budget, donc j'ai aussi fait les brocantes. Et là, mes parents ont doucement ricané quand ils C'est m'appelaient clair. et que je leur disais: «Bah, je suis une broc!» et voilà et c'est chouette, c'est un genre de transmission qui se fait. Hem et même si quand on est petit, on s'ennuie, on n'aime pas ça, on préférerait aller faire du vélo ou jouer avec nos copines, c'est une forme de culture qui se fait, tout naturellement et donc je continue et maintenant j'aime ça et ça fait partie de moi et lorsque je vais à l'étranger, alors évidemment j'aime, voir les musées et voir les jolies choses qu'il y a à voir, lorsque je vais quelque part, mais la brocante, c'est toujours un de mes premiers objectifs et c'est la première chose que je regarde, sur, Maps, c'est est-ce qu'il y a une brocante, aux alentours? Est-ce que voilà, souvent ça me fait un objectif de balade quand je connais pas la ville. Après quand je connais les brocantes et je sais quand est-ce que c'est, j'y vais, voilà, spontanément. Mais quand je connais pas, souvent ça me fait faire, ça me fait visiter des quartiers, ça me fait des balades, donc c'est chouette et donc c'est aussi l'occasion d'assouvir ma passion, pour la Chine et de trouver les choses qu'on ne trouve pas forcément chez nous. Et c'est une, passion que tu as réussi à transmettre à ton fils? Pas du tout. Alors, j'essaie quand même de lui montrer, je le revois, moi enfin, je me revois à son âge, là, il a 13 ans et j'essaie quand même de lui montrer de l'intérêt donc
lui, il aime ses choses à lui. Il a aimé Star Wars. Là, en ce moment, il aime le foot, les jeux vidéo, le golf, les BD aussi beaucoup. Donc, j'essaye, à chaque fois de lui dire bon bah écoute, viens, on va essayer de trouver les petites BD que t'aimes bien. Je passe du temps avec lui au rayon livre, voilà, pour qu'il trouve un intérêt. Mais alors la déco, il s'en fiche vraiment comme de son premier slip. Je vois bien. J'ai les mêmes à la maison. Ils sont plus petits, mais oui, Ouais. je vois. On va parler maintenant de cette fameuse maison. Oui. Donc que tu as acheté récemment et rénové également récemment en Bretagne. Raconte-nous un peu la genèse de cette histoire, comment elle est arrivée dans votre vie? C'était quoi ce projet? Donc j'ai rencontré mon compagnon Cédric en 2021, fin 2021, en novembre, et donc il est venu vivre à la maison. Voilà, il est venu vivre à la maison, et donc cette maison, voilà, elle était là, elle était déjà meublée. Il a intégré notre famille en fait, moi et Paul, et on avait vraiment envie d'avoir un projet commun. Euh, et en fait, ce projet, tout naturellement, est venu sous la forme d'une maison. Lui est breton. Il est né à Vannes. Il a grandi à Baden. Il a sa famille euh, en Bretagne, dans le Morbihan, ses amis. Et moi, j'ai ma grand-mère et 2 tantes qui habitent à Carnac, donc pas très loin. Pas loin, oui. On avait voilà cette ancre commune. Et on s'est dit que ça serait chouette de pouvoir avoir un petit pied-à-terre pour pouvoir aller voir la famille et les amis régulièrement. Et donc voilà, on s'est lancé dans ce projet. C'était notre bébé à nous, et on s'est dit que ça pouvait être chouette de partir de zéro. On voulait vraiment une maison à rénover, pas quelque chose de tout fait, mais quelque chose qu'on construira à notre image et qu'on fera à notre façon. Déjà pour des questions de budget, et aussi parce qu'on avait envie d'avoir quelque chose qui nous ressemble à 100%. Et donc nous étions partis. Alors moi j'avais un imaginaire complètement délirant sur la longère bretonne en pierre, avec la grosse cheminée, etc. La maison de campagne un peu image d'Épinal. Et puis après, on s'est dit, est-ce que c'est une bonne idée de partir de 4 murs et de vraiment, enfin, c'est vraiment des gros, gros, gros travaux. On a quand même bientôt la cinquantaine tous les deux, et on s'est demandé si on allait avoir l'énergie voilà, de se lancer dans un tel projet. Et en regardant les annonces sur Le Bon Coin, je suis tombée sur cette meulière. Pas du tout une maison bretonne, c'est vraiment une meulière des années presque 30. Je crois qu'elle date de 1928. Dans un centre-ville, puisqu'on est vraiment dans le centre de Lorient, donc pas du tout dans la campagne. Enfin voilà, on était à milieu du projet initial, mais on a vu les avantages. Elle était pas très loin de la gare, et on s'est dit, si on veut venir en train, ça peut quand même être chouette. Là, on est vraiment à 5 minutes à pied de la gare. Elle était jolie, et quand même dans son jus, il y avait des choses à faire. Il y avait un petit jardin, le quartier était calme quand même. Et puis on s'est dit, bah si on a besoin d'aller dans les grandes surfaces de bricolage, acheter des trucs, etc., bah on est quand même à 10 minutes de tout ça, et ça va être pas mal. Et effectivement, ça, c'était le bon point. Parce que quand on rénove, on va 1 million de fois chez Bricotruc, chez Leroy Merlin, On a etc. toujours besoin effectivement d'aller acheter la Voilà, il boîte nous de manque vis tout le temps manquante. un truc. Et j'ose même pas imaginer si on avait dû faire 30 ou 45 minutes de trajet à chaque fois, ça nous aurait vraiment rallongé les délais de réno. Après, peut-être aussi qu'on aurait plus réfléchi en se disant, bon, on est sur place, là, cette fois, il faut rien oublier. Mais quoi qu'il en soit, ça a été un bon point positif pour nous. Donc voilà, on a acheté en décembre 2023. Dès qu'on a signé, on s'est lancé tout de suite dans la réno, et tout a été terminé début janvier là 2026. Et du coup, vous l'avez cherchée longtemps, celle-ci? Non, on a regardé, allez, 1 mois les annonces. On a fait une visite, c'était la deuxième, et ça a été un immense coup de cœur. Et du coup, on s'est dit, c'est un peu le problème avec les maisons, c'est qu'on a malheureusement pas trop le temps de réfléchir 150 ans, parce que bah
Si on a le coup de cœur, ça peut vite nous passer sous le nez. Donc on a refait quand même mais vraiment elle cochait tout ce qu'on voulait. Donc voilà, on s'est lancé. Coup de cœur, allez, fallait y aller. Et du coup, c'est une maison secondaire? Ou enfin, tu vois, comment vous l'habitez? Alors en fait, l'idée, moi je suis obligée de rester en Île-de-France, parce que j'ai la garde de mon fils et donc je veux pas m'éloigner de lui. Et je travaille quand même à Roissy. Là, si j'habitais à Lorient, ça me ferait 5 heures de trajet pour aller travailler à chaque fois. Ce qui est pas envisageable pour moi pour le moment. Je travaille à 100% et déjà la fatigue des vols est quand même importante. Je me vois pas me rajouter ce trajet en plus avant et après chaque vol. En revanche, l'idée, c'est donc pour l'instant, c'est une maison secondaire et l'idée, c'était quand je serai en fin de carrière, me mettre à temps partiel et pouvoir aller habiter là-bas définitivement quand Paul sera grand et sera parti de la maison. Et donc pour l'instant, c'est vraiment une maison secondaire, mais on a vraiment tout fait exactement comme pour l'habiter de façon permanente. Donc on a essayé de faire quelque chose de pratique avec des rangements, une cuisine fonctionnelle, un salon convivial. Voilà, c'est tout est fait pour. Ça a pas du tout l'esprit d'une maison de vacances. Oui, 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 c'est vraiment oui, elle ressemble à une maison, du quotidien. Ouais, Pour c'est moi, une maison de accentué, hein. vacances, c'est peut-être quelque chose qui est meublé un peu plus de briquet de broc, heu, voilà, avec peut-être la cuisine dans son jus. Je dis pas que toutes les maisons de vacances sont comme ça, évidemment, mais c'est un peu l'idée que je m'en fais. Et si c'était vraiment resté une maison de vacances, heu, on aurait peut-être moins poussé les choses aussi loin. Je vois. Et ben, justement, à quoi elle ressemblait alors quand vous l'avez achetée? Avait beaucoup de charme. Il y avait plein d'éléments qui me plaisaient et qui font que je peux tomber amoureuse d'une maison facilement. Il y avait des cheminées dans les pièces, même dans les chambres, à l'étage. Il y avait des moulures, il y avait une belle hauteur sous plafond. C'est vraiment la petite meulière typique française. Il y avait un très beau terrazzo au sol, au rez-de-chaussée, mais il y avait aussi beaucoup, c'était pas une famille de bricoleurs et la maison, voilà, était tombée un peu en désuétude. Il y avait plein de choses qui n'avaient pas été entretenues ou remplacées, donc il y avait quand même du travail. L'électricité notamment, heu, elle avait été très peu touchée, voire un peu bricolée, mais de façon un peu aléatoire. Donc ça, il fallait tout revoir de A à Z. Hem, Après les cuisines et les salles de bain, si on n'avait pas été regardant, elles auraient été fonctionnelles, mais bon, elles étaient dans le jus début 80 et c'est pas du tout un style qui me plaît. Et voilà, il y avait plein d'autres choses qui n'allaient pas. La chaudière, petites choses qu'on souvent on retrouve dans une réno, je pense, de base. Mais en tout cas, base était là. Et il y avait vraiment de quoi, enfin en embellissant un peu les choses, sans trop toucher à l'existant, on pouvait faire quelque chose de très joli. Ouais, elle, si je comprends bien, quand même pas été trop, Elle avait les pas été éléments trop d'origine n'avaient pas été trop gommés ni tu vois ce que Par je veux dire? exemple, il y a un très bel escalier en bois des années 30. Il était magnifique. On sent qu'il avait été ciré, que c'était comment des garde-corps très jolis, anciens, bon, qui avaient juste été barbouillés d'une couleur qui ne plaisait pas, mais voilà, il suffisait simplement de les dérouiller, de les repeindre en noir. Le terrazzo, il faut encore ça on l'a toujours pas fait, mais euh, il faut qu'on le rénove parce qu'il est un peu fondu à certains endroits, mais il y avait vraiment des bonnes bases. Après, voilà, le jardin, c'était une jungle. Le sous-sol, c'est la cata. Il y a de la terre battue. Il y a plein de petits détails à revoir, mais les bases étaient très bonnes. D'accord. Et alors les modifications? Parce que j'entends quand même là que vous avez fait beaucoup par vous-même, à à distance. Non, pas à distance, en venant très régulièrement, mais du coup, effectivement, ça a dû être un sacré, planning de travaux. Quelles sont les modifications que vous avez faites dans tout ça? Alors, avant de te parler des modifs, je voulais quand même te parler de quelque chose que je trouve important, c'est que je n'ai pas pris en compte la fatigue que ça allait nous engendrer de faire ces fameux allers-retours.
Mmh. Faire 1000 bornes, heu, que ce soit en semaine ou sur un week-end, quasiment tous les week-ends pendant 1 an et demi, ça a été vraiment, c'était vraiment très dur. Nous, on voyait les travaux, on savait que les travaux, ça allait être, difficile, mais j'avais pas réfléchi à ce fameux transport qui allait, vraiment nous rendre la tâche, plus ardue. Bon, on l'a fait. De toute façon, on n'avait pas le choix et pendant quasiment 1 an, on pouvait pas dormir sur place. Il y avait pas de salle de bain, il y avait pas de chambre propre et cetera. Donc on n'a pas eu le choix, on a fait avec. Mais ça, c'est vraiment un point à voir, lorsque Mais du coup, vous quand on achète. vous dormiez quand même sur Bref, place? Comment vous avez fait, tu vois, même? on a eu la chance, d'avoir, ma belle-maman qui était à Vannes, donc à 45 minutes de Lorient et donc le soir, lorsque les travaux étaient terminés, On nous allions reprend la dormir route. chez elle. On a repris voilà, on prenait la route, mais à l'arrivée, on avait une douche, chaude, un lit propre et elle a été adorable. Elle nous a fait à manger pendant 1 an et demi. C'était super appréciable, d'avoir un vrai repas, chaud. Donc Dany, merci beaucoup si tu me vois. Ça, c'était chouette et donc les modifs, on a commencé par isoler parce que, donc la maison a un rez-de-chaussée et 2 étages. Le deuxième étage qui est sous les toits, il y avait le placo et les tuiles. Il y avait même pas un petit bout d'isolant vieux machin, c'était la cata. Donc autant dire, merci à la déperdition de chaleur. Ça, on l'a fait faire parce que ça, on savait pas faire. On a déposé, l'ancien placo. On a fait tout ce qu'on pouvait faire nous au départ. Pareil pour la salle de bain, on l'a entièrement refaite, la cuisine aussi. On l'a déposée nous-mêmes, on a retiré tout le carrelage, voilà, tous les gravats, les allers-retours à la déchetterie, et cetera, on les a fait. Et donc là, on a fait appel, à un artisan pour faire ce fameux placo. On a également fait appel à un artisan pour l'électricité. Peut-être que je devrais revenir à la genèse du truc, c'est-à-dire que ce fameux artisan nous a fait le placo, nous a, complètement, arnaqués et ça, c'était, quelque chose dont je voulais parler. Vraiment, si je peux donner un conseil, aux personnes qui nous écoutent, c'est de ne jamais passer par un artisan trouvé comme ça sur les pages de Google, ce qu'on a fait. C'est la plus grosse bêtise qu'on ait faite, vraiment. Je crois qu'il faut vraiment faire appel à quelqu'un qui est recommandé par quelqu'un. Ouais, il y a plusieurs façons de trouver un bon artisan, mais c'est sûr que le bouche à oreille fait partie des meilleures façons de faire, même si on n'est jamais à l'abri. Même avec du bouche à oreille, on Bien n'est sûr. jamais à l'abri d'un artisan qui, du jour au lendemain, ne vient plus, on sait jamais, hein. C'est vrai que chacun peut avoir des parcours de vie un peu compliqués ou, effectivement, ou même ne pas avoir le même niveau d'exigence que la personne qui nous a recommandé la Exactement. peinture. Mais oui, aller chercher un artisan sur, Google, pour ne citer, que Google, mais sans aller plus loin, sans trop enfin, sans compléter, parce que c'est aussi possible, hein, mais il faut compléter un peu sa recherche pour être sûr, ouais, c'est sûr. Oui, je pense. C'est vrai. Alors, c'est vrai que tu as raison, il faut compléter. Mais, voilà, partir d'un avis Google, on a vraiment amèrement regretté, de Oui, parce qu'il vous a d'avoir fait fait quoi ça. ce Donc ce mauvais monsieur, bonhomme? plaquait, plutôt bien, hein et puis, nous on avait un ami qui était, électricien en Bretagne. Donc sauf que cet ami n'était pas dispo évidemment, depuis longtemps, hein, comme, tous les bons artisans, il a un agenda bien et en parlant à cet artisan, en disant: «Bah, voilà, on va devoir un peu avant de faire, l'enduit», puisqu'il était question qu'il fasse l'enduit, heu, que notre ami électricien soit dispo. Et là, il nous a dit: «Mais je peux faire l'électricité aussi». Et comme on était plutôt contents Oui, de de son la travail sur le du placo. plaquage, on s'est dit: «Bah, go pour l'électricité». Sauf qu'il était aussi électricien,
que toi et moi, et tu étais électricienne, je ne sais pas, mais en tout cas. On peut pas s'inventer effectivement électricien. En plus, c'est quand même étrange parce que ben, déjà normalement parce qu'il y a des agréments hein, pour pouvoir faire des travaux électriques. N'importe qui peut pas faire des travaux électriques comme ça du jour au lendemain. Et puis en Ouais, plus, effectivement, il lui faut une décennale pour couvrir ces travaux. voilà. Nous, on n'était pas trop au fait de tout ça. Et en fait, il bidouillait l'électricité et il nous a bidouillé l'électricité. Et heureusement, Cédric s'y connaît quand même un petit peu et il a vu que c'était mal fait. Il nous a retiré la terre partout, y compris dans la cuisine et la salle de bain. C'est quand même la base. Et quand on lui Ouais. a dit, ce monsieur Il s'est manque un fâché fil. en disant mais pas du tout, il y a pas besoin de terre de toute façon. Donc on a complètement arrêté avec lui. Et et donc ça s'est fini, voilà, avec des lettres d'avocat, et cetera. Et ça a été une très mauvaise expérience. Après coup, je me dis que j'ai appris de mes erreurs, que évidemment je referai plus la bêtise de faire appel à quelqu'un, C'est je sûr. serai plus méfiante, et cetera. Mais ça nous a pris beaucoup de charge mentale, de temps, parce qu'après évidemment tu te lances dans des allers-retours de mails, de trucs, et c'est énergivore au possible. On n'en dormait plus, enfin c'était dur. Donc Oui, puis on s'en passe voilà, ça bien. Je ça a pense été que le la réno, c'est déjà assez compliqué comme ça. On peut, si on peut se passer de ce genre de désagrément, bon. exactement. Donc voilà, finalement donc on a attendu, on a arrêté les travaux pendant un mois parce qu'on était déjà épuisés et moralement et physiquement. Et moi la maison, je pouvais plus la voir en peinture vraiment. Donc on a dit: «OK, on prend un peu de recul, on se repose, on va se détendre». Et donc on a attendu, sagement que mon ami électricien, soit dispo. Et du coup, il a tout repris, donc ce qu'avait, cochonné l'autre, en pestant. Je crois qu'il a jamais autant pesté, que contre ce monsieur. Il a refait vraiment, voilà, une basse scène, toute l'électricité de A à Z. Et puis on a pu, continuer après. Donc on a fait faire l'enduit parce que l'enduit, je m'y étais déjà essayée dans une précédente maison et c'est un art, vraiment, c'est un art. C'est vraiment pas donné à tout le monde. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi malgré, de multiples tentatives. Donc je me suis dit: «Bon, je vais pas, faire un mur à moitié bien où je vais avoir les traces tous les jours, ça va pas me plaire». Donc on a fait faire l'enduit. Et une fois que l'enduit électricité était terminé, bah, c'était à nous de jouer. Et donc là, on a fait Cédric a continué un peu le placo du coup, et il a regardé 1 milliard de vidéos sur YouTube, il s'est lancé, il a fait le placo dans les toilettes, par exemple. Heu et moi, une fois que l'enduit a été fait, j'ai pu faire toute la peinture de toute la maison. J'ai tout fait et j'ai rénové tous les sols, donc il y avait du parquet sur du vrai parquet. Donc nous avons retiré, ce faux parquet qui ne nous plaisait pas du tout, et ouais, je Du trouvais faux c'était parquet, très genre spécial. du des lames en vinyle ou ce genre de choses? C'était des lames en ouais, c'est ça, avec du comment ça s'appelle? Du ouais, du Contre-collé? faux, tu sais, du faux bois, une espèce de couche de faux bois sur du mélaminé. D'accord, ouais. Et donc on a retiré tout ça. Et ça, c'était sur un vrai beau parquet? C'était sur un alors vrai beau parquet non, c'était pas, du point de Hongrie en chêne, 18e, mais c'était un beau parquet, en pin qui était, tout à fait viable. Donc j'ai tout poncé et et après je suis repassée, à la ponceuse manuelle, ça m'a pris un temps de fou, et après j'ai vitrifié et donc on a, voilà, maintenant du parquet partout. Dans certaines pièces, le parquet avait pris l'humidité, donc j'ai pris le parti de le peindre en blanc pour donner un petit côté, bah, maison de vacances justement, bord de mer, sans faire, too much, mais c'est plutôt joli, ça cache vraiment le quand le bois était vraiment abîmé, noirci. Oui. J'ai eu beau essayer de d'écrasser, ça marchait pas. Là, je suis passée à la peinture et je suis très contente. On est content de ce choix. Oui, ça fonctionne bien. Peindre le parquet, moi Ça j'aime bien. fonctionne bien. Voilà. Et puis, on a toujours peur en plus que ça,
que ça dure pas dans le temps. Enfin, que tu sais que ce soit plus fragile et en fait Oui, maintenant avec les peintures, on arrive à obtenir mais oui, de c'est des ça. Honnêtement, ça tient super bien et ça tient d'autant mieux que, j'ai pris le parti de faire, les sols et de finir par la peinture parce que j'avais pas envie de poncer, le parquet une fois que mes murs étaient tout beaux, tout blancs. Enfin, mmh. tout peint, fraîchement peint. Je voulais faire l'inverse. Apparemment ça se fait pas, mais bon, moi j'avais cette idée-là en tête et donc une fois que mes sols étaient bien vitrifiés et cetera, je les ai protégés et là Mmh. on est passé, à la peinture et à l'enduit et finalement ils ont très bien tenu que ce soit, vitrifié ou peint, j'ai pas eu d'éclat, enfin ils sont nickel. Sur l'ordre, tu vois, entre le sol et les murs, c'est une question qu'on se pose souvent effectivement et en fait, Ah oui? il y a pas d'ordre, Ah OK, il y a pas de règle? préconçu. Non, en fait, ça dépend. Moi, pour avoir du coup travaillé avec différents artisans, voilà, différents corps de métier, effectivement, en fait, ça dépend vraiment beaucoup ça dépend du chantier déjà aussi et ça dépend vraiment des artisans et notamment si tu veux peindre les plinthes, que tu es donc obligé de poser une fois ton sol terminé, ben, tu es obligé en fait de, peindre, les murs après. Mais on recommande quand même souvent de peindre le plafond en premier et ensuite de s'attaquer au sol Ah oui. pour ensuite finir par les murs, par exemple, tu c'est sûr qu'il y a une logique. Il y a une logique pour essayer de moins de d'abîmer le moins possible ce qui vient d'être fait, mais ta technique qui était de, du coup, faire le sol en premier pour ensuite le protéger et faire les murs, il y a plein d'artisans qui le font aussi, hein. Ouais. OK. Ah bah, ça me rassure. Ça Tu va. vois, ça dépend vraiment. Il y a pas sur ce point-là, effectivement, ça dépend de chacun, ça dépend du chantier, voilà. Tant qu'effectivement, on fait attention et qu'on prend les précautions pour faire en sorte de, voilà, de pas abîmer ce qui a été fait. Oui, la dernière chose dont je voulais parler sur, le gros de ce qu'on a fait, c'est que, on n'a pas eu de bol, mais pendant cette réno, on a eu un des murs du jardin qui s'est effondré. On s'est rendu compte que nous n'étions couverts par aucune assurance. Ils se sont tous, renvoyé la patate chaude en disant: «C'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous». Soit, heu, l'assurance, de la banque, pour la maison, l'assurance, habitation qu'on avait pris, à côté. Enfin voilà, on a été, lâchés par tout le monde et donc on s'est dit: «Bah, qu'est-ce qu'on fait avec ce mur, effondré? Bah, il va falloir qu'on se retrousse les manches». Et alors pour le coup, c'est Cédric qui a tout fait de A à Z. Il avait jamais monté de mur et c'est pareil, il a regardé 10 000 tutos sur YouTube. Alors, il est pas très content de son mur. Moi, je le trouve vraiment super. Je trouve qu'il a fait un boulot, extraordinaire et bon, lui, il est peut-être plus pointilleux que moi et voilà, peut-être parce que c'est lui qui l'a fait, il voit peut-être les défauts. Mais donc pendant cette réno, on a dû faire un stop, maison pour pouvoir reconstruire ce fameux mur, qui s'était effondré. Ce qui nous a pas arrangé. Oui, c'est sûr. Je comprends. Bon après, vous étiez dans les travaux, donc du coup, vous étiez équipés déjà. Oui, c'est ça, foutu pour foutu et puis, le jardin, de toute façon, c'était un chaos total donc à la rigueur, je me dis: «Bon, mieux vaut qu'il se soit effondré, maintenant que plus tard». C'est vrai. Mais on était déjà tellement fatigués qu'on s'est dit: «Oh là là, encore la tuile en plus qui nous tombe Ouais, dessus». c'est sûr. Bah, après si ça peut te rassurer, il y a quand même très peu de projets de rénovation où il y a pas ce genre de d'imprévu. J'imagine qu'il y a toujours des mauvaises surprises et qu'il y a toujours un truc, auquel on s'attendait pas. Voilà, exactement. Et du coup, quand tu as pensé, les changements, les transformations, est-ce que tu avais tout imaginé en amont ou est-ce que ça s'est un peu construit au fur et à mesure de vos travaux? Alors les 2. J'ai la faculté, de réussir à me projeter dans une maison, même quand on est à 10 000 lieues de ce que j'ai en tête, j'arrive parfaitement à m'imaginer, à voir, ce que je peux en faire, où je peux placer les choses et cetera. Après, j'ai pas toujours le compas dans l'œil. C'est-à-dire, que par exemple alors j'ai fait tous mes mood boards avant,
J'avais imaginé les matières, les papiers peints. J'ai changé pour certaines pièces en cours de route parce que finalement, en voyant la lumière sur place, je me suis dit si je mets un papier peint foncé, ça va encore plus assombrir la pièce. Il faut que j'ai switché certaines choses, mais il y a vraiment des pièces. Si tu veux, je t'enverrai par exemple le mood board de la chambre de Paul. Entre le mood board que j'ai fait et la pièce en elle-même, c'est la copie conforme. Donc, je suis plutôt contente. Et puis, à contrario, pour le salon, par exemple, le salon est très petit. Il est carré. J'avais pas envie qu'on étouffe dedans et qu'on se sente, voilà, dans une maison de poupée. Je voulais qu'on puisse respirer quand même. Et j'avais imaginé pouvoir mettre 2 canapés et une table à manger. Et en fait, voilà, là, typiquement, j'ai pas du tout eu de compas dans l'œil. Une fois que j'ai installé mes 2 canapés, je me suis bien rendu compte que si je mettais une table à manger, il allait falloir serrer le ventre pour passer entre la table à manger et le canapé, et c'était pas du tout le but. Donc pas de souci, j'ai changé de plan en cours de route et finalement on a fait bibliothèque. Ouais. Mais du coup, tu t'en es pas rendu compte avant. Il a fallu Mais je mettre les m'en suis pas canapés. rendu compte avant parce que parfois j'ai pas du tout le compas dans l'œil. Je suis vraiment une grande rêveuse et je vois toujours plus loin, toujours plus haut, mais parfois j'ai pas du tout les pieds sur terre. Heureusement, Cédric, lui, il les a pour 2. Donc ça, c'est chouette, on se complète bien là-dessus pour ça. C'est pareil, j'avais un superbe meuble de rangement. Je m'étais imaginé mettre dans la chambre de Paul, mais j'avais pas du tout pensé aux escaliers, par exemple. Et voilà. Heureusement, on n'a même pas amené ce meuble parce que sinon on se serait retrouvés comme des idiots en bas des escaliers en disant on n'y arrive pas. Mais pour le lit, par exemple, c'est ce qui nous est arrivé. On a voulu monter le sommier qui ne passait pas par les escaliers, qui ne passait pas par les fenêtres. C'était une catastrophe. Les livreurs étaient là. Et du coup, on a dû démonter tous les volets et le châssis qui entoure les fenêtres qui donnent sur la rue. Et on était à 3 au-dessus du camion de notre copain électricien sur une échelle en train de pousser ce sommier avec 2 autres qui le tiraient du premier étage. Il passait mais au millimètre près une fois qu'on avait démonté les volets. Enfin, ça a été, voilà. Et ça, c'est encore, c'est l'histoire de ma vie. Après, on peut pas Je forcément pense se pas placer fois aux mesures, aux trucs. Je suis pas du tout une fille basique, pratique. Je ne suis pas du tout pratique. Je suis esthétique. Voilà. Et on peut Et avoir dans une la très vie, faut bonne être pratique. capacité à se projeter et pour autant avoir du mal à appréhender effectivement les proportions, les volumes. Oui, tu viens de me résumer. Voilà. Et voilà pour cette première partie de l'épisode avec Béatrice. On a exploré ensemble son parcours, son rapport à la décoration nourri par ses voyages et surtout la genèse de son projet de rénovation en Bretagne entre coup de cœur, choix structurants et première réalité du chantier. À suivre dans la deuxième partie, Béatrice nous partage les coulisses beaucoup plus concrètes de sa réno. Les travaux réalisés en grande partie par eux-mêmes, les erreurs à ne pas faire, et notamment dans le choix de ses artisans, la fatigue des allers-retours, mais aussi ses meilleurs conseils pour créer une maison vraiment personnelle qui te ressemble. Si tu as 2 minutes, laisse-moi 5 étoiles sur Apple Podcast, Deezer ou Spotify, ça m'aide énormément. Et pour ne pas manquer la deuxième partie de cet épisode, abonne-toi à Les Clés de la Réno sur ta plateforme de podcast. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.